Bonjour à tous, bienvenue sur ce point de marché de GLT où je vais vous accompagner. Coronavirus, le crack. Après la forte baisse de la semaine passée, ils sont légion à pronostiquer le crack boursier de tous les temps, la fin du système financier mondial. Et en cette période complexe sur les marchés, il convient de raison garder et justement d'essayer de rester rationnel face au marché, ce que les opérateurs n'ont visiblement pas réussi à faire la semaine passée. Vu la semaine rouge sang qu'on a eue, avec un S&P qui abandonna jusqu'à 15,77%, globalement tous les indices qui décrochent également d'un bon 10% quand ce n'est pas plus. Quelques plus de 8000 milliards de dollars wipés, disparus, envolés sur les marchés en très peu de temps. Une hausse de plusieurs mois effacée sur une semaine. Donc les marchés s'abandonnent suite au spectre du coronavirus qui se fait de plus en plus menaçant. La baisse fut violente et il convient d'essayer de la comprendre, notamment à travers de la psychologie de marché. À mon sens, il y a deux éléments majeurs qui nous permettront d'expliquer cette baisse qualifiée de la plus brutale depuis les subprimes, j'ai vu ça je ne sais plus où. Les deux éléments majeurs, c'est les performances de l'année 2019 et le pricing sur la croissance mondiale. Donc on va commencer par les performances de l'année 2019. Alors, il ne semble guère possible d'avoir une telle décollecte pour un problème qui est déjà connu depuis des mois, puisqu'en effet le coronavirus, il n'a pas débarqué la semaine dernière sur la planète, c'est une problématique déjà un petit peu vue, un peu connue du marché. Et il est fort probable du coup que nous soyons dans une situation analogue à celle de fin 2018, où on a eu un désengagement, une prise de bénéfices massif qui s'est opérée en cascade, ce qui a amené un sell-off et un très gros mouvement sur les marchés. Faut bien avoir à l'esprit que 2019 fut quand même une année exceptionnelle en performance sur les marchés, notamment pour les gérants qui firent leurs allocations en début d'année. Nous eûmes quelques mouvements correctifs dans l'année, mais rien de forcément très important, très significatif. Et un premier petit signe de faiblesse quand même fin janvier qui peut-être alarme les gérants. Et la prochaine hésitation des marchés serait donc le prétexte à la prise de bénéfices. Et c'est ce que nous vîmes justement en cette fin février. La prise de bénéfices de 2019 était plus liée à l'agacement de voir que le contexte de 2018, petite erreur, à l'agacement de voir que le contexte macroéconomique ne progressait pas, que les mêmes problématiques restaient là, et que quand une problématique sortait, on en rentrait une autre. Ici, en cette fin février 2020, du coup, il y eut un réel prétexte pour prendre ces bénéfices et assister justement à une telle décollecte sur les marchés d'actions et sur les indices. Alors oui, la baisse fut violente, brutale de par sa rapidité, mais pour autant, il faut essayer de rester rationnel en absolu, c'est-à-dire quand on la regarde en pourcent, on a quand même vu pire ou à minima similaire sur l'année 2018, sans pour autant avoir un retournement de marché, une crise économique, etc. On peut presque considérer ça au final comme une correction légitime, même si elle est, c'est vrai, brutale, mais nous ne sommes, de notre avis, pas encore sur un bear market comparable à celui des crises financières. Au contraire même, d'après la cyclicité du VIX, ses propriétés fondamentales, au vu des nombreuses actions que la baisse a justement fait recoller à leur valeur de marché, ou du moins pas trop loin, il faut plutôt s'attendre à avoir quelques values attaquer les marchés à l'achat, c'est-à-dire des gars qui surveillent justement des actions qui repasseraient comme sous-évaluées ou bien évaluées, pour rentrer à l'achat dessus. C'est-à-dire, ils vont se dire, voilà, toutes ces actions-là, jusque-là, c'était trop cher, ça ne me tentait pas de les payer, mais maintenant qu'elles sont revenues un petit peu en dessous de leur valeur réelle ou très proche de leur valeur réelle, je vais m'en prendre quelques-unes en portefeuille. Donc, encore une fois, il faut dézoomer, retourner voir l'année 2018 et se dire que le pire est probablement derrière nous. In fine, le coronavirus n'est que le catalyseur pour une correction attendue depuis longtemps, qui a été amenée d'un seul coup, assez brutalement, mais faut quand même rester raisonnable. Beaucoup de grandes entreprises européennes et quelques américaines ont des problèmes qui sont antérieurs à l'apparition du virus et la correction ne pouvait qu'arriver, il manquait le déclencheur, voilà, c'était une question de minutes comme on dit, et c'est le coronavirus qui déclencha tout ça. Maintenant on a le côté un petit peu plus pricing. Donc pricing d'une récession. Le deuxième point qui est à mon sens directement derrière cette grosse décollecte des marchés d'actions,
les marchés price, c'est-à-dire ils anticipent une récession liée au coronavirus. Il y a eu un petit déluge de warnings autour du coronavirus qui ne pouvait de toute manière amener qu'à cette correction nécessaire, qui, je le dis encore une fois, nous a surpris par sa puissance et sa brutalité. C'est vrai qu'on était positionné à la baisse, mais je ne me serais pas attendu à quelque chose d'aussi brutal, d'aussi violent. Donc loin de nous l'idée de dire que c'était parfaitement prévisible dans de telles proportions. Les marchés mondiaux sont passés par une sévère correction du fait que les cas de coronavirus sont désormais présents sur tous les continents, ce qui n'en fait plus un problème intérieur et propre à la Chine. C'était assez prévisible vu le laxisme des gouvernements face à cette menace de pandémie, et c'est ce qu'ont soudain compris les investisseurs qui étaient jusque-là assez, ou peut-être trop confiants justement après la première petite poussée en Italie. D'où la ruée vers les liquidités à laquelle on a assisté, alors que les fermetures et les états d'urgence se sont multipliés, que ce soit la Lombardie à Hokkaido, au nord du Japon. Toute tentative de rebond au final des marchés boursiers est restée vaine, considérée comme une nouvelle occasion de se débarrasser de ces actions. Mais ce phénomène-là, ce contexte-là est peut-être arrivé à son point d'inflexion, donc avec le phénomène d'élastique, plus on tire dessus, plus on se rapproche du moment où l'élastique rompt et retourne vers son état initial. Il faut le savoir, les investisseurs, ils détestent l'incertitude. Les asset managers, ils sont averses au risque, et bon, le déluge de warnings qu'il y a eu à cause du virus, de la part des entreprises, c'était assez alarmant. Les marchés commencent à pricer, c'est-à-dire à fixer, anticiper dans les prix une récession mondiale, bien que cela ne semble pas être le reflet exact, du moins pas encore, de la situation et de l'impact réel du virus. Mais avec une croissance qui est déjà fragile, déjà atone dans certains pays, on peut légitimement se poser la question de la récession quand les moteurs de la croissance mondiale sont impactés, quand on a déjà des pays au bord de la récession. Avec un nombre croissant d'investissements dans les fonds indiciels, dont une majorité sont des fonds passifs, donc qui vont simplement suivre un indice, un benchmark, il faut tenir compte justement de tous ces phénomènes de réallocation. Dans les périodes où l'incertitude règne, on va assister à une repondération des portefeuilles, où l'on va aller des actions qui sont globalement du risque, donc j'ai pris l'exemple du 50-50-90-10, où en fait si on a un portefeuille qui est 50% actions, 50% obligations, en fait on n'a pas du tout un portefeuille diversifié, puisque 90% du risque du portefeuille va se retrouver dans la composante action, vu que c'est un produit beaucoup plus risqué que l'obligation, ce qui fait que du coup on n'a pas du tout un portefeuille diversifié. Mais donc on va avoir ce mouvement des actions vers des produits disons plus sécuritaires, donc notamment ce qui vient normalement tout de suite à votre esprit, de l'obligataire, des obligations. Ça c'est vraiment une réaction instinctive des gérants, c'est un basique de gestion, et ce même quand les rendements des obligations sont nuls. On cherche en fait à mettre son capital dans un endroit sûr plutôt que d'obtenir un retour justement sur notre capital. Là, on est vraiment dans l'optique de le planquer, de planquer ses billes, de planquer ses noisettes, pour faire un petit parallèle avec le film sur Kerviel. Également, d'un point de vue de la formation GLT, quand même, on sait que les mauvais résultats des entreprises vont être plus lourdement sanctionnés quand on est dans un environnement de marché assez fébrile comme on peut l'être actuellement, et surtout quand elles sont déjà assez éloignées de leurs valeurs fondamentales. On voit également que le rendement du 10 ans américain a tapé un niveau record cette semaine, à cause justement de la fuite vers la qualité qui est liée au coronavirus, et donc on a un rendement obligataire qui est, on va pas dire pourri, on va dire nul, mais justement, comme l'idée c'est plus d'obtenir du rendement, mais juste de protéger son capital, on est prêt à aller sur ces produits-là. Bon, l'économie américaine globalement reste encore en bonne santé. On a le Royaume-Uni qui se prépare à mettre en place l'une des plus grandes relances budgétaires de son histoire. Il y a des signes qui montrent que l'Allemagne se dirige vers ce chemin aussi. La Commission européenne laisse entendre que les limites budgétaires peuvent être bougées, donc on peut s'arranger le temps de traverser cet épisode du corona. La Chine gère du mieux qu'elle peut, n'hésitant pas à avoir recours aux grands moyens, des moyens contestables parfois. Le Japon, pareil, il n'est pas loin de tirer à nouveau sur le levier de la relance. Donc la réelle réponse économique, à un niveau global, elle va venir à mon avis du G20. Mais voilà, on peut quand même assez légitimement anticiper des interventions de concert de la Banque Centrale Européenne,
de la BOE, de la BOJ, de l'Allemagne également, qui devrait injecter entre 500 et 550 milliards d'euros sur un plan de relance européen. La même volonté du coup française, espagnole, italienne. Alors tout ça, c'est pas encore acté, mais c'est des bruits qui circulent déjà, des bruits qui viennent de sources assez calées dans le domaine. Ça veut pas dire qu'il faut l'écouter bêtement maintenant, mais c'est quand même à prendre en considération, à garder dans un coin de la tête. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est qu'il ne s'agit pas d'un tueur tout à fait mortel et redoutable comme Ebola. Là, on est vraiment sur un phénomène de nouveauté. Je me suis fait la réflexion en me baladant sur les réseaux. Quand il y a eu le premier mort en France, une femme qui a commenté l'article. Je vais poser mes jours, je vais plus sortir de chez moi, ça devient flippant. Donc elle dit ça parce qu'elle a vu un mort. J'avais envie de lui dire, écoute, regarde surtout pas les statistiques de la grippe parce que tu vas déménager sur Pluton. Bref. Les marchés vont finir par rationaliser ce qui se passe et par accepter que le monde puisse reprendre ses activités avec les précautions nécessaires, avec les leçons nécessaires et inculquées. La croissance mondiale, c'est sûr qu'elle va être touchée au premier trimestre. Et on nous a sorti des prévisions qui étaient dans tous les cas totalement irréalistes, comme en 2018, comme en 2019, où systématiquement on a dit, les gars, calmez-vous sur vos prévisions de croissance, et elles ont été révisées à la baisse. Mais après, on peut quand même raisonnablement espérer qu'on va repartir sur le droit chemin dès le second trimestre, du moment que le virus soit contenu, que les gouvernements fassent le nécessaire, parce que là, on a vraiment eu des politiques laxistes. En revanche, il faudra quand même s'attendre du coup à de plus fortes répercussions sur les pays qui, eux, dépendent assez fortement du tourisme. Alors, les marchés de fixed income en particulier ont pris de l'avance sur ce phénomène, sur ce pricing, puisqu'ils se dirigent tous, ils pointent tous sur des niveaux historiquement bas, et justement, c'est là-dedans qu'on peut voir le pricing d'une récession, avec peut-être également le pré-pricing d'un rate cut de la Fed cette année, donc une intervention au niveau des taux, même si pour le moment, Fed, BCE, BOJ disent qu'il n'y aura pas de réduction, pas d'intervention sur les taux, on peut quand même espérer ça. Donc ça pourrait changer à l'avenir, bien sûr, étant donné les baisses massives qu'on a vues vendredi, sur toute la semaine, plutôt. Mais bon, c'est normal quand même que les banquiers centraux gardent la tête froide par rapport aux opérateurs de marché pour éviter d'ajouter davantage de panique, davantage de troubles à cette situation dans laquelle on manque déjà assez sévèrement de visibilité. On pourrait avoir une petite réduction symbolique, même faible de la part de la Fed, ou même ne serait-ce que la promesse d'un apport de liquidité, ça ferait pas de mal sur la confiance à un horizon court terme. On a Christine Lagarde également qui a déclaré que la BCE n'a pour l'instant pas besoin d'agir, mais une fois encore, on n'est pas à l'abri d'une mesure pour stimuler la confiance des investisseurs. C'est ce que font les banques centrales depuis des années, se porter garante des marchés envers et contre tout. C'est d'ailleurs un peu l'unique élément qui fait tenir les marchés, c'est de se dire c'est du risk-free puisqu'il y a la BCE derrière. C'est également pour ça qu'on se retrouve avec des obligations grecques à de tels niveaux, c'est parce qu'on sait que c'est la BCE derrière. Mais bref, donc on assiste bien là à un choc à la fois sur la demande et un choc sur l'offre, compte tenu de la pression du virus en fait sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, sur les consommateurs et sur les voyageurs. La réalité en fait c'est que les banques centrales peuvent pas faire grand chose pour l'arrêter au stade où on en est, à part un signe symbolique pour améliorer un petit peu, essayer d'améliorer le sentiment de marché. Le gouvernement hongkongais a même essayé cette semaine l'hélicoptère money sans effet perceptible. On est dans une situation analogue aux subprimes où la psychologie de marché est tout simplement trop mauvaise pour prêter attention à ça. Enfin, du moins l'été. Donc la politique monétaire, elle est pratiquement inutile dans ce genre de contexte. C'est plutôt au gouvernement d'aller stimuler le marché via un levier fiscal. Mais alors que faire là-dedans ? Donc autant le contexte macroéconomique fondamental que technique me laisse à penser qu'il faut s'orienter plutôt à l'achat désormais. Alors, c'est dans ma méthode bien sûr, ça ne veut pas dire que j'aurai forcément raison cette fois-ci, qu'il faut acheter sans faire attention à rien. Cependant, je pense qu'à la suite de cette forte baisse et du contexte et des projections macroéconomiques, on peut légitimement rechercher quelques achats en se couvrant, par exemple en se mettant long sur des actions et en se couvrant en shortant le marché, en shortant l'indice. Les marchés ne s'appréhendent pas sans préparation à l'accoutumée, mais dans une période de volatilité comme celle que nous traversons, ils exigent une préparation accrue et supérieure à la normale.
Donc c'est primordial pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus, il va falloir être très réactif, ne pas avoir de certitude et plus que jamais admettre qu'on peut avoir tort. Donc ce contexte de marché fait écho directement à notre récent post avec une citation de Napoléon Bonaparte, puisque plus que jamais il faut s'adapter au marché, au contexte. Il convient du coup, vu le contexte de marché actuel, d'adopter un levier plus faible que d'habitude, avoir une exposition, une taille de position réduite, voire divisée, et de prendre du recul quant aux réactions du marché. On a également l'amorce d'un conflit Turquie-Syrie, probablement la Russie derrière qui va se mêler, une forte poussée des cas en Italie ce week-end et pas qu'en Italie. Donc faut pas s'attendre à une reprise en fait dès l'ouverture ou dès la semaine prochaine. Vraiment va falloir être prudent en attendant un peu plus de visibilité. Donc nos stratégies sur une approche un peu swing gestion, ça va être de rechercher des achats lorsque les indices et les actions sont sur support. C'est-à-dire qu'on attendra impérativement d'être sur une zone intéressante, d'obtenir un signal de retournement intéressant à la fois sur les grosses pondérations et sur les gros bêtas pour repasser long sur le marché. En attendant, il conviendra d'être prêt à devoir entrer plusieurs fois, donc moyenner, ce qui nécessite en amont d'avoir prévu ça dans son modèle de risque. Donc les entrées vont se faire avec un tiers ou un demi du risque toléré, de manière à pouvoir justement reprendre position plusieurs fois, sans pour autant s'enfermer dans une martingale ou se retrouver avec un risque global trop important. Et en parallèle de ça, on se couvrira sur le marché, donc avec l'indice. Là, ce qu'il va faire également, c'est profiter de cette volatilité pour exploiter des écarts intéressants en scalping, en intraday, et créer du rendement le temps que le côté swing justement se mette en place et que la situation se décante. On risque d'avoir une semaine assez chaotique sur les marchés et ça peut ne pas se prêter à du directionnel swing, mais être justement très intéressant pour aller capturer des écarts en scalping et en intraday. Mais encore une fois, voilà, en synthèse, très très grande prudence requise. On a une visibilité qui reste quasi nulle. Quant aux réactions du marché, des opérateurs, une hypothétique intervention des banques centrales, et si il y a intervention liée dans quelle mesure. Quant à la progression des cas, aux infections du Covid, est-ce que le marché va simplement se calmer et se dire bon ça va, on a un peu exagéré le truc. Si demain il y a un vaccin ou quelque chose d'efficace qui tombe, on peut avoir un très très violent contre-pied qui se met en place, sortir de nulle part et nous prendre à revers. Donc plus que jamais, il va falloir faire attention, que ce soit à la hausse comme à la baisse, et être prêt à changer son fusil d'épaule sans s'enfermer dans un scénario. Un petit rappel sur les pondérations, vu qu'on vient d'en parler à l'instant. C'est important que vous sachiez un peu quelles actions regarder, vu que nous, l'idée, ça va être on a plusieurs stratégies de ce type, mais on va pouvoir déployer des stratégies de bêta, des stratégies de pondé, des stratégies de market. Tout ça, c'est enseigné. Je suis obligé de faire une petite pub dans le cadre de GLT. Mais voilà, on a plusieurs modèles d'intervention sur action, plusieurs stratégies qu'on déploiera en fonction des stats que vous avez sous les yeux. Vous pouvez prendre un screen si vous voulez. Et donc, on cherchera des actions à repasser long sur ces actions-là, dans des zones qui seront à la fois respectivement sur l'indice et sur les actions en elles-mêmes. Donc ça du coup c'est pas réellement nécessaire. Alors pour aller un petit peu plus loin, du coup, et voir le bon dans le pire. Coronavirus, une opportunité. Donc vous savez, sur GLT, on essaie généralement d'apporter un son de cloche un peu différent des autres, une position contrarienne. Dans cette logique, justement, ne peut-on pas voir une opportunité au milieu de tout ce chaos? C'est un point important de notre formation, trader les traders, exploiter les erreurs des opérateurs et du marché, et c'est ce qui peut se faire notamment en profitant de la récente baisse pour reprendre quelques stocks à l'achat en se couvrant, au moins le temps d'y voir plus clair. Mais bon, ça c'est dans une logique de trading pure, on va essayer de pousser la chose encore plus loin. Peut-on se demander si le coronavirus ne peut pas être une bonne nouvelle pour l'économie? Alors, c'est pas si improbable ou idiot que vous pouvez le croire, et il faut garder à l'esprit qu'il faut parfois détruire pour reconstruire, ou pour construire. Alors pour se faire un petit peu d'histoire, dès le XIIe siècle, les historiens s'accordent à dire que la population européenne atteint une sorte de maximum. Un maximum qu'elle conservera jusqu'à l'épidémie de peste noire sur la période 1350-1347.
précisément 1347. Les villes se sont fortement développées, les campagnes sont pleines à un point tel que les productions agricoles et la technologie de l'époque ne suffisent presque plus à maintenir et nourrir ces populations. C'est vraiment un fragile flux tendu, le moindre grain de sable dans la machine entraîne une famine et des répercussions énormissimes. On estime que l'épidémie de peste de 1347 à 1352 tua entre 35 et 50% de la population européenne. Il y a des épidémies successives qui se suivront et il faudra attendre le XVIe siècle pour que les populations s'en remettent et qu'une certaine prospérité revienne. Mais la mort d'une partie très importante de la population eut d'importantes répercussions sur l'économie et une forte baisse des productions, puisque bon, avec des paysans morts, forcément il y a une baisse des productions agricoles, des artisans morts, il y a moins de production de l'artisanat. Également par rapport au chiffre des 30, 35, 50%, je suis pas du tout en train de dire que le corona va tuer ce pourcentage-là de la population, d'accord? Pour l'instant on est sur du 2-3%, voilà. Bon, l'Europe traversait déjà une crise économique profonde dès le début dès le début du XIVe siècle, avec une baisse globale des productions. La peste ne fit que s'ajouter à cette situation, déréglant encore plus les échanges économiques. Elle survient donc dans un contexte qui est déjà difficile, déjà bloqué, et il y a certains historiens qui s'accordent à dire qu'elle fut peut-être la solution justement à cette période de crise de l'agriculture. On avait des campagnes très peuplées, trop peuplées, une production trop faible, pas assez importante, et du coup certains considèrent que la peste noire fut justement l'élément qui déclencha en fait le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, et au faste qu'on connaît à la Renaissance. La peste aurait en effet mis un terme à la situation de blocage qui sévit dans l'Occident médiéval au XIVe siècle. La diminution de la population et la volonté de limiter ces épisodes permirent une réelle diversification de l'économie. À la production quasiment uniquement axée sur les céréales succède la multiplication des élevages, de l'industrie de la scierie, ce qui se traduira par un niveau de vie globalement plus élevé et une diversification au niveau alimentaire. La baisse de la population pousse à chercher de nouvelles méthodes, donc du progrès technique, pour répondre à la problématique suivante: avoir un rendement intéressant, plus élevé, avec peu de main-d'œuvre qui coûte plus cher puisqu'elle s'est raréfiée. On a donc une émergence de l'élevage, puisque s'occuper du bétail demande beaucoup moins de travailleurs que le labourage et l'entretien des champs pour une même surface donnée. Et pareil en ville, où on cherche à concevoir des machines qui permettent d'accroître la productivité dans les différents pans, différents secteurs de l'artisanat. L'exemple le plus frappant étant l'essor de l'imprimerie, qui remplace le travail très long, fastidieux et très onéreux des moines copistes qui recopiaient les livres un par un. Avec l'imprimerie, les livres coûtent moins cher, sont plus accessibles. On assistera également à l'émergence de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour l'agriculture. Et progressivement, on verra des progrès dans tous les domaines. Au final, cette période très noire, très dure, très sombre, aboutira à une réelle diversification de l'économie et à du progrès technique. Mais maintenant, cherchons à projeter ça sur notre peste entre gros guillemets actuelle, qui est le coronavirus. L'économie italienne couine déjà, passez-moi le terme, ce qui est à peu près normal vu la région touchée. Lombardie, Vénétie, qui à elles seules sont 30% de la richesse nationale du pays, abritent de très grosses entreprises, une industrie du tourisme également très développée, très importante. La France, pareil, avec une croissance atone, ne peut guère fanfaronner. Certainement, on va encore avoir un down, donc une révision à la baisse des prévisions économiques. En plus, épidémie qui tombe très mal vu la gestion désastreuse qu'il y a eu, le manque de mesures, et qu'on combine un peu, une interdiction de rassemblement sur fond pour éviter la pandémie et un petit 49.3 qui est glissé, ça va juste encore un peu plus dégrader le contexte social. Mais plus largement, c'est surtout la paralysie de la Chine qui entraîne des conséquences graves en série et pour tout le monde, puisque la Chine, à elle seule, c'est un tiers de la croissance mondiale et elle est l'usine, le poumon économique de la planète, d'où l'inquiétude généralisée. Au niveau de l'industrie pharma, on a 80% des principes actifs des médicaments qui viennent de Chine. Même constat dans l'automobile, toutes les grosses marques, General Motors, BMW, Toyota, PSA, etc., tout le monde fabrique en partie, voire en grande partie en Chine. C'est 40% de la production mondiale. Le textile, pareil, on a déjà des pertes.
qui sont évalués à plusieurs centaines de milliards. L'électronique, on a Apple en retard, qui se mange un profit warning. Nintendo, qui est pas dans les délais pour sa nouvelle console. Tous les secteurs, luxe, banque, tourisme, transport aérien, tous les secteurs s'en sont pris dans la FIF. Mais justement, ce qu'il faut y voir, c'est que c'est peut-être un révélateur du problème qu'on a autour de nos céréales, si on considère nos actions et nos économies comme les céréales du Moyen-Âge. Est-ce qu'au final, c'est pas un révélateur de la vulnérabilité qui est liée justement à la mondialisation, notamment au travers d'un manque de diversification et de la dépendance accrue à un seul maillon de la chaîne? Donc au-delà de l'aspect correctif qui a été positif sur les places boursières, qui n'est pas forcément un mauvais point du coup, faut vraiment que ça serve un peu de révélateur d'électrochoc. Ça doit être une alerte face à notre vulnérabilité, notre dépendance à une chaîne. La mondialisation s'est accompagnée d'une division extrême des tâches entre les pays. Concrètement, ça veut dire par exemple qu'une voiture va être en moyenne fabriquée dans plus de 30 pays différents, quand on regarde les différents composants. Même une seule pièce peut venir de plusieurs pays différents. En synthèse, on est totalement tributaire de chaînes de fabrication qui sont disséminées sur la planète. La distance entre le lieu de production d'un objet et son lieu de vente n'a jamais été aussi grande que maintenant, et au moindre problème avec un des maillons de la chaîne, c'est toute la machine qui se bloque. Donc le coronavirus pourrait alimenter le processus de nearshoring, donc la relocalisation, processus qui est déjà amorcé par certains secteurs industriels et qui consiste à produire plus près des lieux de consommation et en des endroits divers pour justement limiter l'interdépendance, limiter les risques d'approvisionnement. Ça demande évidemment un changement de comportement des consommateurs, chose qui est déjà en train de se mettre en place. Une croissance moins importante ça implique une croissance moins importante puisque moins de marge. Par exemple, quand on produit en France au lieu de produire en Chine, il y a moins de marge, c'est plus coûteux, donc un peu moins de croissance. Mais si on prend Trump, il n'a pas attendu le coronavirus pour observer ce principe. Justement, c'est ce qui mène au travers de sa politique protectionniste. Là, on a de nombreux labos et de nombreux industriels qui parlent déjà de relocaliser une partie en Europe, justement parce que le coronavirus vient de leur mettre une leçon en pleine tête. En plus, ça permettrait de montrer que l'écologie n'est pas juste un délire de bobo ou un prétexte pour monter de nouvelles taxes, mais qu'on peut réellement faire quelque chose de sensé et quelque chose qui s'inscrit dans une logique écologique et pas juste dans une logique comment est-ce qu'on va pouvoir mettre une nouvelle taxe. Et ça s'inscrit dans cette logique, cette intervention sensée justement au travers de chaînes de fabrication qui se rapprochent des lieux de consommation, donc avec un développement local, une production locale, ce qui entraîne mécaniquement une réduction des émissions de CO2 liées au transport de marchandises, et ce dans des proportions qui sont très importantes. Ajoutons à ce paysage-là la volonté déjà annoncée de l'Union européenne de mettre en place une taxe carbone aux frontières, ça peut devenir rapidement très cohérent en fait de fabriquer chez soi plutôt qu'à l'autre bout du monde, tant dans une logique fiscale que dans une logique de diversification et de sécurité. Les consommateurs changent, on veut de plus en plus du local, de la qualité plus que de la quantité, les entreprises devront mécaniquement s'ajuster sur ce nouveau modèle de consommation. Donc c'est vraiment un événement qui doit nous faire réfléchir, même s'il est plus probable de voir les affaires de la mondialisation recommencer comme avant dès que l'épidémie sera derrière nous, même si les quelques paragraphes qu'on vient de voir avec une relocalisation, une production proche, nationale, locale, c'est quelque chose que j'aimerais voir, qui à la fois que j'aimerais voir, mais qui fait sens économiquement par rapport aux éléments qu'on vient d'apporter. Mais c'est vrai que la probabilité que ça se mette en place reste pour l'instant pas hyper ouf. Mais pourtant, ça reste un basique de finance, la diversification et l'assurance contre le risque. Si vous avez qu'une valeur en portefeuille et qu'elle coule, vous allez couler avec. Si vous avez que des céréales et que la récolte est décimée, pour X ou X raisons, un insecte, une maladie, des mauvaises conditions météorologiques, etc., vous mourrez de faim. C'est pareil sur l'armement. Pourquoi est-ce que on remplace l'armement de l'armée par de l'allemand, alors qu'on a largement des boîtes compétentes en France? On a juste fait un appel d'offres qui était volontairement conditionné de manière à exclure les boîtes en France. Donc on continue de gâter notre voisin allemand, de gâter sa croissance, tout ça pourquoi on ne sait pas. On continue d'être à la traîne derrière, et d'un point de vue purement stratégique, c'est un non-sens de se fournir en armement chez un voisin avec qui on peut amener à être en guerre, bien évidemment. Je ne mise pas sur ce scénario, mais historiquement c'est arrivé.
Faut arrêter de croire qu'on sera toujours amis dans 4 siècles. Mais c'est pas très logique, même d'un point de vue où on est amis, de se fournir en armement chez un voisin qui, sans forcément entrer en conflit avec lui, mais si on entre en conflit avec un de ses collègues, nous dit bah moi je vous vends plus de munitions. Bon, les munitions, quoi qu'on peut les refaire encore, mais je cesse de vous approvisionner en armes, je cesse de vous filer les pièces de rechange, du matériel d'entretien, etc., etc. D'un point de vue stratégique, sécuritaire plutôt peut-être, c'est quand même pas très intéressant, pas très intelligent. Bon, ça c'était pour la petite aparté. Du coup, je vous laisse sur la fin de ce petit point de marché. Je vous souhaite à tous de très bons trades.